pour ce blason frappé du lion. À la dernière seconde, Dinalo va marquer le deuxième but. C'est le but. Oui. Lionel OL qui mène 5-0 à Geoffroy Guichard, incroyable. Cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ce Jour-là, le podcast consacré à l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Accompagné de différents invités, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'histoire du club. Avant de vous présenter les invités qui m'accompagneront pour ce nouvel épisode, qui partageront leurs souvenirs et leurs anecdotes sur le programme du jour, on va revenir il y a 7 ans en arrière avec un petit peu de musique. Se déroule le premier match au Parc Olympique Lyonnais, désormais connu aujourd'hui sous le nom de Groupama Stadium. Le coup d'envoi de cette rencontre, Lyon 3, 20e journée de Ligue 1. Mais surtout, premier match de l'histoire du Parc Olympique Lyonnais. Devant 59 000 spectateurs, le rêve de Jean-Michel Aulas est devenu réalité. Le rêve de Jean-Michel Aulas est devenu réalité. L'OL démarre un nouveau chapitre avec son premier match dans sa nouvelle enceinte. Après 65 années passées du côté de Stade de Gerland, les Lyonnais déménagent du côté d'Essines-Charpieu pour évoluer au Parc OL comme on l'appelait à l'époque. Désormais, c'est le Groupama Stadium, vous en avez l'habitude. Un stade de plus de 59 000 places pour créer pour accompagner le club dans une nouvelle dimension. Pour nous accompagner, Stéphane Benas, conservateur du musée de l'OL. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Ravi de te retrouver. Tu étais déjà là au premier épisode sur la Lazio. C'est vrai. Et donc là, c'est un peu plus récent, mais t'as toujours de la mémoire dans tous les cas, de toute façon. J'aurais moins d'expertise sur le récent, mais... Bon, je m'inquiète pas sur ça. Xavier Pierrot, directeur général adjoint en charge du Groupama Stadium. Donc, vous connaissez un petit peu le stade et tout ça? Vous voyez de quoi on parle? Un petit peu, on devrait y arriver. Bonsoir à tous. Parfait. Geoffrey Dassonville, speaker depuis le premier match au Groupama Stadium. Bonsoir Geoffrey. Salut. Merci d'être là. Avec plaisir. Et celui qui restera à jamais le premier buteur au Groupama Stadium, Alexandre Akalette. Bonsoir Alex. Je t'avais fait une petite crasse avant l'émission. Tu te souviens de la minute de ton premier but ou pas? Je m'en souviens, ouais. C'était la combattième? 17e. Voilà. Donc, avant le déménagement, on va revenir brièvement sur les derniers pas à Gerland. Le dernier match en Ligue 1, c'était le 5 décembre 2015 face à Angers. Malheureusement, une défaite de but à 0. Mais le tout dernier match disputé dans l'enceinte historique du club, c'était un 8e de finale de Coupe de la Ligue remporté face à Tours, avec en face Brian Bergogneau, capitaine de Tours, un enfant du club. Donc comme quoi l'histoire est belle. Ça se passe très bien, une victoire 2-1, un doublé de Claudio Beauvu, une manière plus agréable que quelques jours après le match face à Angers pour dire les adieux au stade de Gerland. Ce Lyon-Tour, dernier match de l'histoire de l'OL ici à Gerland, conclu par une victoire, une qualification lyonnaise, certes dans la douleur par la petite porte Christian, mais on va retenir cette victoire, cette qualif et ces adieux à Gerland réussis. Au revoir à Gerland, merci aux Lyonnais pour cette victoire qui vraiment était essentielle pour quitter ce stade qui nous a fait tous beaucoup vibrer. Merci donc à Gerland, on se retrouve très vite dans un autre stade qui sera grandiose. Je vais me tourner vers Geoffrey. Quand on parle du stade de Gerland, quels souvenirs te reviennent en tête immédiatement? Les 7 titres, évidemment, parce que pour ma génération, en tout cas, c'est vraiment ce qui a marqué, je pense, pour quasiment toutes les générations de supporters. Et puis, à titre perso, en tant que speaker, évidemment, la voix de Dom Grégoire. Puis c'est des ambiances, quoi. C'est arrivé au stade. Voilà, Gerland, c'est toute une atmosphère, en fait, autour du stade qui m'a marqué quand j'étais supporter et dans les travées. Ouais. Et est-ce que cette atmosphère de supporter, on la ressentait sur le terrain, Alex, à Gerland? Ouais, on la ressentait, surtout dans les grands matchs, les grands soirs. J'aime bien les matchs du dimanche soir parce qu'on sait qu'on est bien regardé et qu'en général, c'est des très gros matchs. Les derbys aussi. Oui, forcément, ça c'est la base. Pas besoin de le dire, mais ouais, on le sentait. Est-ce que ton plus beau souvenir à Gerland, ce serait pas ton triplé dans le dernier derby, justement? Si, totalement. Okay. Dernier derby à Gerland. Donc tu fais les derniers derbys à Gerland, tu fais le premier match au Groupama Stadium, il faut toujours que tu laisses ton empreinte là où tu vas. J'étais dans la bonne période du club pour laisser mon empreinte. Et justement, on parlait donc de ces derniers matchs à Gerland. Toi, tu n'étais pas lors du dernier match en Coupe de la Ligue. Est-ce qu'il y avait un petit peu de pression? Est-ce qu'il y avait une émotion particulière ces derniers mois, ces dernières semaines à Gerland? Si je me rappelle bien, on était surtout impatients de rentrer au Groupama parce qu'on savait que le stade était beau, que c'était nouveau, moderne. Et on avait hâte de démarrer l'aventure au Groupama.
L'aventure au Groupama elle a commencé avec ce match face à 3. En quelques mots, le premier match à Gerland de l'OL, c'était le 27 août 1950. Stéphane, si ma mémoire me joue pas des tours. Bravo. Contre Club Athlétique de Paris. Voilà. Victoire 3-0. À quelle minute a été marqué le premier but, 17e, Jules je tente. J'ai un 2 et un 7. 44e seconde. Ah oui, c'est vrai. Qui est le buteur ? Georges Duprat et lors de OL Grenoble, son fils Michel Duprat est présent et sera présent en Coupe de France. Eh ben c'est magnifique. On parle un petit peu encore de Gerland avant de rentrer dans le stade qui nous intéresse, le Groupama Stadium. Le stade de Gerland, c'était un stade municipal à l'époque, qui a été construit dans les années 1920 par Tony Garnier, qu'on ne présente plus quand on est lyonnais, qui n'était pas particulièrement utilisé, on va dire, jusqu'à ce que l'OL arrive, parce qu'on n'avait pas l'impression que c'était très important le sport, et en tout cas Gerland n'était pas très utilisé, Stéphane, à l'époque. C'était surtout un stade qui a été construit pour la gym, l'athlétisme et sans ironie aucune, les courses d'âne. Voilà. Oui. Donc effectivement, on est passé au foot en 1950. Il n'était pas très adapté pour le foot au départ. Pas du tout. Avec des virages très 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 éloignés, aucune couverture, aucune tribune couverte. Ce qui disait d'ailleurs beaucoup de l'affluence, parce que quand la pluie était prévue, on s'apercevait qu'il n'y avait pas grand monde au stade. Oui, effectivement, l'histoire de l'OL, elle a été marquée au stade de Gerland. J'y ai passé une plus grande partie de ma carrière professionnelle à s'occuper des matchs à Gerland. Donc c'est sûr que ça fait toujours quelque chose. Maintenant, on a évolué, je pense en bien, Alex l'a dit, on avait besoin d'un stade beaucoup plus moderne, couvert, même si le stade de Gerland avait connu plusieurs rénovations, en 84, le championnat d'Europe, et puis après pour la Coupe du Monde 98. Mais ça fait toujours quelque chose. Gerland restera à jamais marqué pour l'Olympique Lyonnais et réciproquement. Maintenant, on est, je pense, très bien et beaucoup mieux au Groupama Stadium. On est beaucoup mieux, on est très bien. Donc les cartons sont faits, on arrive en janvier 2016 au Groupama Stadium après plusieurs années de travaux, on va en parler dans quelques instants avec vous, Xavier, mais c'est une idée qui date pas de 2016, qui date même de 2010, si on en croit les mots du président Jean-Michel Aulas. L'idée nous est venue de faire comme les grands et donc d'avoir notre propre stade. En fait, c'est l'époque où nous allons jouer contre les plus grandes équipes européennes et c'est à chaque rencontre la découverte de stades magnifiques, complètement différents de ce que nous avions à Gerland. Et quand on sort du stade de Bayern de Munich, on se rend compte du changement complet de catégorie et aussi du côté pénalisant d'un stade qui n'a pas les fonctionnalités et l'affluence que l'on souhaite. Donc 2010 a été la traduction sur l'actualité de ce que l'on pressentait auparavant. Je vais me tourner vers Xavier. Quand on écoute ces mots du président, on sent qu'il y a un côté nécessaire à créer ce stade, à être propriétaire de notre stade aussi, parce que ça c'est le plus important, on a oublié de le souligner, mais on est propriétaire du Groupama Stadium. Oui, c'est la grande particularité de l'Olympique Lyonnais, puisqu'on est le seul club en France de cette taille à être propriétaire de son stade, du foncier, de tout le foncier qui est autour, du parking, du centre d'entraînement. Et donc, c'était vraiment le projet. On a regardé depuis les années 2000, qu'on participait aux Coupes d'Europe. J'ai eu la chance d'accompagner l'équipe, le président, dans tous ces stades. Et comme il l'a très bien dit, on rêvait d'avoir le même, en fait. L'Alliance Arena, par exemple, de Munich, était pour nous la référence. On s'est beaucoup basé dessus. On avait plusieurs fois à les visiter. Et le rêve est devenu réalité dans ces années 2009-2010 sur des plans avant de lancer la phase de construction. Comment ça se passe ? Parce qu'on imagine que c'est pas le président qui sème un jour et qui dit on va faire un stade. Il faut quand même qu'il y ait un peu de concertation, il y a quelque chose qui se prépare, c'est un projet d'envergure. En fait, ça faisait 4 ans. C'est depuis 2006 où il a commencé à nous challenger puisque le stade de Gerland devenait trop petit. Donc la première des idées, c'était de pouvoir le rénover, l'agrandir. Malheureusement, pour plein de raisons, zone Céveso, bâtiment de France, etc., le projet ne pouvait pas se faire à Gerland. Donc il a fallu étudier d'autres sites avant d'arriver à l'automne 2010 en concertation avec les élus de l'époque et Gérard Collomb sur ce site de Dessines. Vous avez cité l'Alliance Arena, mais il y avait aussi l'Emirates Stadium comme exemple. Et du coup, c'est le cabinet d'architecture qui a créé l'Emirates Stadium qui est choisi. Voilà, c'était Hockey Sport à l'époque, qui est devenu Populous depuis. Et effectivement, le stade qu'Alex connaît bien, c'est aussi le stade de la Luz à Benfica. C'est le même architecte. Et on était ravis quand on allait là-bas de voir, c'est la ligne de vue. Où que vous soyez dans ces stades-là, vous voyez très très bien le terrain. C'est la signature de Populous. Et c'est ce qu'on a retenu dans un appel d'offres en gré à gré, en fait, parce qu'on voulait vraiment travailler avec cet architecte. Est-ce que tu as vu des similitudes entre l'Emirates Stadium et le Groupama Stadium, toi qui as joué entre les deux ? Parce qu'au départ, Jean-Michel Aulas avait même demandé exactement le même, ou au moins quasiment le même, mais on lui a dit c'est pas possible. Ah ouais, totalement, c'est très similaire. Même ma famille qui sont venus de Lyon à Londres, ou mes amis de Londres à Lyon, ils me disent que le Groupama il ressemble beaucoup à l'Emirates. Et je leur dis que c'est le même constructeur, donc ça explique beaucoup, mais ouais, ça se ressemble pas mal. Explique cela. Donc, et pourquoi avoir choisi le lieu de Dessines ?
Alors, c'était les études aussi de géomarketing un petit peu, de voir d'où venaient nos spectateurs, parce que souvent, on nous faisait le reproche de quitter le centre de Lyon, de s'éloigner de notre public. Et en fait, quand on regardait d'où venait le public à Gerland, on s'apercevait qu'on avait une grande partie du public qui vient de l'Isère, de l'Ain, de l'Est lyonnais. Et donc, par rapport à eux, on se rapprochait justement de ces spectateurs. On a bien travaillé aussi le schéma d'accessibilité avec ces parkings relais, qui permet aujourd'hui de venir au stade et de repartir du stade beaucoup plus facilement, parce que vous avez des places de parking, vous avez ces parkings relais que par rapport au moment où on était au stade de Gerland. Donc sortir de Lyon, c'était un crève-cœur, mais en même temps, on se rapprochait de nos publics et on facilitait l'accès parce que sur un stade de 59 000 places, l'accessibilité est vraiment importante. Sinon, vous pouvez rester de nombreuses heures dans votre voiture, comme on l'a vu sur d'autres exemples, sur des stades un peu plus petits, à Nice ou à Bordeaux par exemple. Et justement, Alex, donc on l'a vu, c'est un projet de longue date qui a commencé à voir le jour petitement à partir de 2010, on va dire. Ça a commencé à être plus concret vers 2011-2012. On vous en parlait un petit peu, vous les joueurs, ou vous étiez totalement pas du tout mis au courant de ce projet? Dès que ça a été officiel, ouais, on a suivi un peu l'évolution des constructions. Donc, je crois qu'on avait fait même une visite à un moment donné avec les casques et tout, donc c'était bien. J'ai vu des archives où vous signez des autographes aux ouvriers qui travaillaient sur le stade quelques mois, même un peu moins d'un an avant l'ouverture du stade, et on parle donc de ce match face à Troyes comme étant le premier match au Groupama Stadium, mais j'ai vu des images des ouvriers qui ont fait un match de foot après 2 jours à partir d'octobre 2012, donc c'est ça en fait ce premier match au Groupama Stadium. Il n'y avait pas de pelouse, hein. Ouais. Voilà, on était très loin, mais effectivement il y a eu un premier match des ouvriers, mais il y a beaucoup de symboles durant cette construction. Et Alex l'a dit, les joueurs, le groupe pro est venu effectivement visiter le chantier. Et pour les compagnons qui étaient présents sur site, c'est une grande fierté de voir les futurs joueurs qui allaient jouer dans l'enceinte venir assister à la construction et leur signer des autographes. Et comment il était vu ce changement de stade et ce déménagement dans l'opinion publique? Je me tournais vers Stéphane. C'était... Ouais, parce qu'il l'a dit, c'est un crève-cœur de quitter Lyon, mais est-ce qu'on se dit pas, on quitte Lyon, mais en même temps, quand on voit ce qu'on nous propose sur les papiers, le stade, il est quand même magnifique. Moi, je peux pas me faire le héros de l'opinion publique. Pour moi, tu représentes l'opinion publique. Mais il y a à la fois une difficulté à quitter un stade historique, et ça, évidemment, c'est un sentiment qui est totalement humain. Après, moi, c'est une dimension plus personnelle. Moi, je devais construire le musée du stade, et en fait, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans le stade, je me suis dit, waouh, il va pas falloir se manquer. J'ai quand même été vraiment, malgré la nostalgie, quand on rentre, on est très impressionné par le travail qui a été fait, par les installations. Et je me souviens que je m'étais dit, je suis de culture américaine, et je m'étais dit, c'est l'Amérique à Lyon, ce truc. C'est vrai qu'il y a un côté très stade de baseball, très stade de basket, on voit bien partout, il y a le show, il y a toutes les infrastructures autour, ça on en parlera dans quelques instants, mais du coup, c'est décidé, l'OL va avoir son propre stade, va déménager, un stade de 59 000 places, c'est presque 25 000 de plus que Gerland, rendez-vous compte, alors que déjà Gerland, ça me paraissait énorme quand j'étais petit, mais en même temps, maintenant que j'ai 25 ans, le Groupama Stadium me paraît bien plus grand que Gerland. Nouveau stade, nouvelle ville, et aussi nouveau speaker. Tu parlais de Dominique Grégoire à la voix de Gerland, et donc Geoffrey, c'est toi qui va devenir la voix du Groupama Stadium. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pression justement d'arriver dans ce nouveau stade, de cette nouvelle histoire, et de remplacer aussi Dominique Grégoire? Si, alors déjà en tant que supporter qui a grandi avec cette voix forcément, mais j'ai en tête vraiment cette journée du 9 janvier où j'étais... Alors, je sais pas si j'étais détendu, c'est peut-être pas le mot, mais j'avais pas forcément de pression parce qu'en plus on avait tellement de choses à gérer. Faut pas oublier qu'on arrivait dans un nouveau stade. Pour moi, en plus avec une nouvelle équipe, il y avait tout à faire, tout à construire, tout à imaginer. Donc on avait beaucoup de choses à faire. Et à chaque fois, je croisais des gens, ils me disaient ça va, pas trop de pression. Donc ça allait. Et puis 2 minutes plus tard, pas trop de pression quand même, ça va. Et en fait, quand ça fait 15 fois qu'on te le dit, tu te dis ouais, peut-être qu'il y a un peu de pression quand même. Mais en fait, c'est vraiment du plaisir. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu prends un peu de recul, quand tu as un peu de pression, tu prends un peu de recul et tu te dis c'est tellement un moment incroyable que tu es en train de vivre que tu vas prendre un gros pied, a priori, c'est ce qui était le cas, donc ça a été. Stéphane parlait d'un peu de côté défi avec l'installation du musée. Est-ce qu'il y avait un peu ça aussi de ton côté, de se dire faut que je sois à la hauteur de là, on propose un écran magnifique, il faut que je sois au moins aussi bien que le Groupama Stadium. Oui, et puis il faut prendre ses marques. Donc de toute façon, on sait que la première peut jamais être parfaite, ça c'est sûr. Donc oui, il y avait forcément ce côté de comment on va être géré aussi chez les supporters cette transition entre un speaker qui était là depuis plus de 18 ans. Mais je pense que pour le public et pour les supporters, c'était vraiment un ensemble en fait. Nouveau stade, c'était une nouvelle page. Élan, voilà, nouvelle page, nouveau speaker. Donc en fait, c'était un peu, on se découvrait tous ensemble. Il y avait ce côté-là. Donc je savais qu'on allait construire petit à petit en fait au cours de la saison ensemble cette relation qui se passe plutôt bien maintenant. Ouais. Geoffrey a dit qu'il n'avait pas forcément la pression le 9 janvier 2016. Qui avait le plus la pression entre Xavier et ses équipes et les joueurs? Peut-être Xavier. Geoffrey a pointé du doigt Xavier en tout cas.
Moi, j'étais trop fatigué pour avoir la pression parce qu'avec les équipes, on a passé les 3 dernières semaines, et quand je dis les équipes, aussi bien celle de l'OL que celle de Vinci, pour finaliser. Faut pas oublier que le contrat prévoyait une fin des travaux pour le 25 janvier. Ah oui. Et donc, il a fallu gagner 3 semaines pour permettre la reprise après la trêve dans ce stade. Pour ce match de 3, on a reçu les clés le 7. Okay. Voilà. Donc, une fois que vous avez dit tout ça, l'état des lieux s'est très bien passé. Mais on va récupérer la caution, Xavier, ou pas? Je suis pas sûr. On verra quand on partira, mais on n'est pas pressé. Mais c'est vrai qu'on a passé les vacances, les fêtes 2015-2016. Là, ça a été bien particulier. Et on est arrivé, on espérait qu'une chose, c'est qu'il fasse beau. Parce qu'en fait, il y avait tout le schéma d'accessibilité à tester, parce que c'était une grande nouveauté pour tout le monde, comme l'a dit Geoffrey. Mais sur le schéma d'accessibilité, si ce jour-là, il neige, et je me rappelle que c'est la dernière phrase que j'avais dit au président 2 jours avant, est-ce que tout va bien se passer? Et je lui avais répondu, tout va bien se passer, sauf s'il neige. Et il faisait grand soleil, et puis le rêve d'Alex est réalisé, donc après, tout va bien. Parce qu'on rappelle qu'il y a eu plus de 4 ans de travaux. Les premiers débuts de travaux, c'était en octobre 2012, et la première pierre a été posée en novembre 2013, si ma mémoire me... C'est ça, une partie de terrassement d'abord, et puis après, les travaux, effectivement, de construction. Ça me paraît pas très long pour créer un stade de cette envergure. Après, je suis pas architecte. Alors, c'est le constructeur qui travaille beaucoup, mais on a des équipes performantes. Si on a repris les mêmes sur la LDLC Arena, c'est bien qu'on était ravis de ce qu'ils ont fait pendant ces 2 ans et demi. On a toujours l'impression que c'est très court. Et puis, quand on arrive à la fin, c'est même encore plus court. Et là, on dit, on va pas y arriver, quoi. Et dans le football, dans tous les sports, le match, il commence à l'heure. Et là, il faut être prêt, il faut que le public il puisse rentrer dans le stade. Et quand on revoit les images, encore, on a des frissons des derniers jours, des dernières heures. Parce que quand les gens ils rentrent dans le stade, ils ne savent pas tout ce qui s'est passé avant. Et vous y êtes arrivé, et on arrive donc à ce jour du 9 janvier 2016, un jour historique, comme on disait, à l'antenne d'OL TV. Bonjour à toutes et à tous, on est le 9 janvier 2016 et c'est l'histoire que l'on va vivre ensemble. C'est l'histoire qui s'écrit devant vous. Bienvenue au Parc Olympique Lyonnais. C'est un jour historique, et je vais vous demander une question assez simple à laquelle je vais répondre en premier. C'est votre réaction la première fois que vous rentrez dans le stade, parce que vous avez vu donc le chantier, l'avancée des travaux. Xavier le connaît par cœur, il avait un agenda jour par jour. Moi, je me souviens de la première fois que je suis allé voir un match au Groupama Stadium, c'était un derby Lyon-Saint-Etienne, et je me souviens de m'être dit, j'ai jamais vu un stade aussi grand de ma vie. J'étais jamais allé au Stade de France, j'étais jamais allé dans des stades aussi grands. J'avais l'impression d'être dans un film américain, et je me disais, j'ai l'impression que je pouvais aller partout et je pouvais voir parfaitement. Peu importe où j'étais installé, je sais pas si c'était la même sensation, Stéphane, quand la première fois que tu es rentré dans ce Groupama Stadium, fonctionnel. Moi, c'était vraiment, et quand je dis c'est l'Amérique, c'est pas un défaut. C'est-à-dire que moi, j'adore cet environnement-là, et je me suis dit, on a construit l'Amérique à Dessines. Enfin, moi, Dessines, j'étais venu passer les oraux du bac, donc il y a pas mal d'années avant. C'était le Far West, hein. C'est l'Amérique là, aussi. C'est la conquête de l'or. C'est une belle formule. Et je te l'offre. Merci. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez à l'échauffement sur la pelouse? Parce que là, vous le voyez fini. Je pense que tu l'avais déjà peut-être vu un peu fini quelques semaines avant, et que tu le vois rempli. Tu sens qu'il y a un cap qui est passé, Alex? Ouais, totalement. On était déjà rentré dedans fini, mais c'était vide. Donc forcément, il n'y a que des idées de savoir à quoi l'ambiance va ressembler. Et quand on rentre avant le match, c'est juste incroyable de se dire enfin, on a tout un stade plein avec beaucoup de supporters qui nous supportent, et c'est pas que à l'extérieur. Vous étiez déjà entraîné avant ce match au Groupama Stadium? Une ou 2 fois, on s'est entraîné pour avoir les repères, quoi. Et vide encore une fois, du coup. Ouais. Est-ce que c'est pas plus impressionnant vide de se dire non, 60 000 plus impressionnant, c'est quand il y a les supporters. Ouais, ça rassure Xavier que tu dis ça quand même. On va pas se mentir. Et justement, ça, c'est plus impressionnant quand il est rempli, parce que les supporters, et Nono Rivenet, consultant d'OL Play qu'on embrasse, étaient au plus proche des supporters quelques minutes avant le coup d'envoi. Et ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, donc là on est vraiment beaucoup plus près qu'à Gerland. Et voilà, donc là on a les joueurs qui sont égrenés sur les grands écrans. Donc ça fait du bruit, ça va vraiment pousser. Est-ce qu'on ressent vraiment la différence avec Gerland au niveau de l'ambiance, Alex? Ouais, on sent le public plus proche. Et le son reste dans l'enceinte, donc c'est ce qui est bien. Après, à Gerland aussi, l'ambiance dans les grands soirs, elle était belle. Je vois, c'est facile j'allais dire spiquer, mais c'est pas du tout le terme. Inventons ce terme. Tu spiquais si tu veux. au Groupama Stadium devant 59 000 personnes. C'est pas plus difficile que dans un autre stade, en vrai. C'est peut-être même un peu plus facile, parce qu'effectivement, en fait, moi, tu posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous vous êtes dit en entrant? Et moi, c'est vrai que l'une des premières choses que je me suis dit, c'est comment il va sonner ce stade. Pas par rapport à la sono, machin, mais le public, parce qu'on sait que chaque stade a un peu cette signature-là, et j'ai hâte de l'entendre sonner. Et c'est vrai que, dès l'entrée des joueurs à l'échauffement, on a entendu, quoi. D'ailleurs,
J'ai regardé il y a pas très longtemps le premier match avec les commentaires de Grégoire Margoton, et je crois que c'est une des premières choses qu'il dit. Il dit ça sonne, ça, il y a du bruit, plus de bruit qu'à Gerland. Et l'ambiance on la voit parce qu'il y a le but d'Alexandre Lacazette qu'on voit derrière les écrans. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Alex, quand tu marques le premier but au Groupama Stadium? Je suis content et fier parce que en plus moi je revenais d'une blessure et j'avais tout fait pour être présent ce jour-là. Je me rappelle en décembre on m'avait montré un montage où j'allais être le premier buteur. Enfin, tout était réuni pour que je fasse le maximum pour que je réponde présent ce jour-là et que je sois le premier buteur. Je vous ferai parler des commentaires de Grégoire Margoton, mais on va écouter les commentaires d'OLTV pour le premier but au Groupama Stadium signé Alexandre Lacazette. Ouais, bon ballon. Allez, il faut essayer Clem à 20 mètres. Service pour Lacazette qui va armer. Alex, oui! Le voilà, le premier but au grand stade. Il est pour Alex Lacazette. Sur une passe de Clément Grenier, ça fait 1-0 pour l'OL. Ouais, et j'en parlais dans l'avant-match, Guillaume, de cette relation entre Clément Grenier et Alex Lacazette. Et là, cette volonté de Clément Grenier de servir Alex, et derrière, le talent d'Alex. C'était un objectif un peu inavoué d'être le premier à marquer au Groupama? C'est un objectif avoué. Ok. Ouais, pourquoi inavoué? Je l'ai toujours dit et ça me fait plaisir que ça soit moi. Et Geoffrey, qu'est-ce qui se passe quand tu annonces le premier buteur et en plus c'est Alexandre Lacazette? Dans ma tête déjà, est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est Alexandre Lacazette? Faut pas annoncer le mauvais prénom. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a but? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a que lui au milieu. Enfin, on peut pas se tromper. C'est sûr c'est lui, mais t'es obligé de te dire dans la tête, est-ce que je suis sûr à 100% avant de dire le prénom? Il n'y avait pas la barre encore à l'époque. Et il n'y avait pas la variée. J'avais pas effectivement plus de ralenti, rien. Mais effectivement, tout de suite, je me suis dit, et Alexandre et le président l'avaient annoncé, ce serait lui. Donc c'était génial. Et là, je me suis dit, allons-y, quoi. Faisons-nous plaisir. On va voir comment ça sonne cette fois. C'était un bonheur magnifique. Et comment ça a sonné justement dans les tribunes du Groupama, Stéphane, toi qui y étais? Fort. Je pense qu'il y avait un soulagement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'OL n'était pas très bien à ce moment-là. C'était une phase compliquée. Oui. On était mal. 9e de Ligue 1 au coup d'envoi et les stacks étaient lanterne rouge. En fait, moi je suis un sentimental du foot, mais toute l'histoire est belle. Le stade, il a été construit par un président qui est un entrepreneur de l'Arbrel. L'entraîneur, c'est Bruno Genesio, qui a signé sa première licence à l'OL à 5 ans. Le premier qui fait un tir au Groupama Stadium, parce que ça aussi c'est une stat quand même, qu'on le veuille ou non, c'est Rachid, qui est, je crois, né à Dessines, ou en tout cas qui y vivait. Le premier buteur, c'est Alex. Le premier passeur, c'est Clem Grenier. Et le premier capitaine, c'est Max Gonalon. Et je trouve que ça écrit une histoire, en fait, qui respecte vraiment tout ce qui s'est passé avant dans notre précédent stade. C'est un truc qu'il ne faut jamais perdre de vue. Dans 50 ans, on racontera encore cette histoire, et ces noms-là resteront parce qu'ils ont fait honneur à ce pourquoi l'immense majorité a été formée. Voilà. Moi, je trouve ça très beau. Toute l'histoire est très belle, et je garde une image étonnante d'avant-match d'un truc qui n'existe pas beaucoup en fait dans n'importe quel club. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, il y a une clameur qui monte, qui célèbre le président des 2 virages. Et le président, il sait pas quoi faire, et il regarde, et d'un seul coup, il se lève, et il y a le côté empereur romain face à la reine qui dit oui, on l'a fait. Et là, c'est avant que les joueurs jouent. Je veux dire, mais oui, on l'a fait, et on l'a fait chez nous avec des gens qui étaient proches de nous. Et ça, je trouve que l'histoire, pour moi, celle-ci, en tout cas, elle est vraiment très, très belle. Parce que c'est avant tout le projet du président, Jean-Michel Aulas, qui en parlait depuis 10 ans auparavant, comme vous l'avez dit, Xavier. Et Guillaume le disait, c'est le rêve de Jean-Michel Aulas qui s'est concrétisé ce 9 janvier. Complètement. On a vécu pour ça pendant 10 ans, que ce soit la phase, le livre blanc au départ, comme on l'appelait, la phase de conception, puis la phase de construction. Et c'est vrai que le ressenti qu'il a dû avoir ce jour-là devait être énorme, parce que c'est une partie de ce qu'il souhaitait faire en tant que bâtisseur. Il avait déjà pris le club en 2e division en 87. Il avait dit ville européenne sur le maillot, ça s'était produit. Mais là, c'était presque encore plus grand, puisque ça laissera une trace indélébile dans le futur d'avoir réalisé ce projet. Est-ce que c'est son plus bel accomplissement en tant que président de l'OL? Parce qu'il y a aussi les 7 titres consécutifs, il y a quand même beaucoup de choses, mais ça, c'est avoir son stade et le propriétaire, c'est une première en France. Est-ce que c'est pas ce qu'on retiendra? On retiendra beaucoup de choses de Jean-Michel Aulas, évidemment, mais le plus bel accomplissement? Je peux pas répondre pour lui. Seul lui pourrait répondre à cette question, mais 7 titres,
ça compte quand même, quoi. Et même ce premier en Coupe de la Ligue en 2001, parce que l'histoire, elle commence en 2001, en fait. Le premier match, quand on revient à Gerland avec Strasbourg, c'était déjà magique. Donc, voilà, moi, il y a des souvenirs avec le président. On en a énormément sur les 25 dernières années. Et celui-là en fait partie et il est sans doute sur le podium, c'est sûr. Effectivement, on aurait vu donc le premier but d'Alex Lacazette, mais l'OL ne s'est pas arrêté là. C'est une victoire 4-1, donc une première réussie. Les buteurs, il y a aussi Rachid Ghezal qui marque superbe but, une frappe en lucarne, le but du 2-1, parce que 3 avaient égalisé, donc ils ont voulu gâcher la soirée. Jordan Ferry qui marque, ensuite Claudio Beauvu, dernier buteur, qui était aussi dernier buteur à Gerland. Et tu parlais du premier ballon touché au Groupama Stadium. Le dernier ballon touché à Gerland, c'était Corentin Tolisso. Une petite statistique qu'on prend, même si tu nous l'as dit en antenne, le ballon, il est moyennement bien touché. Absolument. Mais c'était la qualif. Voilà, c'était le plus important. Au bout de ces 90 minutes, qui sont un petit peu écourtées pour toi, Alex, c'est quoi le bilan à chaud de cette première ? Certes, il y a la victoire, mais est-ce que la victoire, elle passe pas un peu au second plan derrière le jour historique ? Non, justement, ça se passe bien parce qu'on a gagné. Je pense que si on avait perdu, il y aurait eu un petit goût amer. Mais, vous étiez plus motivé pour ce match-là que pour les autres ? On savait qu'il fallait fallait gagner ce match pour le président, pour le club et pour les supporters aussi, pour que la fête elle soit belle. Sinon, dans ce moment-là, on est les acteurs et on gâche un peu la journée. Une belle victoire 4-1. Il n'a pas neigé, donc vous êtes soulagé, Xavier, après les 90 minutes. Complètement. Puis il y avait une autre évolution, c'est que par exemple le COP Virage Nord passait de 3000 membres à 6000 entre Gerland et le Groupama Stadium. Donc ça faisait aussi beaucoup plus de bruit au niveau des COP. Au sud, ils avaient aussi plus de place. Donc tout ça réuni faisait que c'était une première avec beaucoup d'importance. Mais quand elle se déroule comme dans un rêve, et puis les 6 mois qui ont suivi après, on a plein de souvenirs qui aboutissent à ce match contre Monaco pour finir la saison. On en parlera de ce match face à Monaco. C'est un des plus beaux souvenirs que les supporters ont eu au Groupama Stadium. En tout cas, quand j'ai interrogé une partie de la rédaction d'OL Play, on m'a cité ce match face à Monaco. Et en parlant de première, c'est la première de Geoffrey aussi. Est-ce que c'était comme un rêve, Geoffrey ? Ouais, moi alors j'ai pas eu une excellente mémoire, mais ce jour-là, je me souviens quand même de pas mal de choses parce que c'est forcément marquant. C'était improbable. En fait, tout était improbable. Et en plus, il y avait aussi le côté sportif parce que c'est vrai que on parle de l'événement, mais c'est important. On parlait de l'importance de prendre les 3 points, puis aussi tous les buts sont magnifiques quasiment. Même le but troyen est improbable. Donc en fait, on a passé une soirée avec des émotions et c'est ça qu'on vient chercher quand on aime le sport, le foot et l'OL. Donc c'est pour ça qu'elle a été réussie cette soirée. Tout se passe bien, donc une belle victoire, un show à l'américaine encore. On revient encore sur les États-Unis avec un concert notamment de will.i.am, donc pour le coup la caution américaine. On a l'impression qu'on voyait déjà ce qu'allait être le Groupama Stadium. C'était du foot, mais même plus qu'autre chose, c'est même un spectacle et du divertissement pur. C'était une vraie volonté de mixer tout ça parce qu'on voulait pas perdre le foot. On perdait déjà notre stade de Gerland, on laissait une partie de notre cœur, du club là-bas, et on voulait pouvoir construire en fait le club et le stade tous ensemble. Donc une place importante pour les supporters à l'intérieur de ce stade, mais en même temps tout de suite démontrer que ce n'était pas qu'un stade de foot. Aujourd'hui, quand on fait 5-6 concerts par an, will.i.am c'était le premier after show après un match. Et effectivement, on a eu des grands débats avec les supporters sur aussi tous les shows d'avant-match parce que c'était pas forcément dans la culture ultra cop de l'époque. Plutôt à l'américaine, comme disait Stéphane. Un peu à l'américaine, comme le dit Stéphane. Mais il y a aussi des très bonnes choses qui arrivent après. Et je pense à l'hymne qui a été justement conçu à l'intérieur de ce stade, qui n'existait pas en 2016 et qui aujourd'hui fait partie de la maison et qui est respecté par les supporters. Et voilà, toute l'histoire se construit tout en parlant du passé et en construisant le futur. On parlait des supporters, du passé, du futur. On a eu les paroles de joueurs, de speakers, de supporters, d'officiels du club. On va écouter justement des supporters et pas n'importe lesquels, les représentants des Bad Guns qui étaient les invités d'OL Night System sur OL Play quelques jours avant les 35 ans. Ça aussi, ça a été un événement au Groupama Stadium. Et on les interrogeait sur ce changement de stade parce que c'est aussi une organisation pour les groupes de supporters, notamment les Bad Guns qui sont partie prenante de l'ambiance à Gerland comme au Groupama Stadium. Et du coup, ce changement de stade, ce déménagement et surtout l'histoire qui reste à écrire au Groupama Stadium. Quand on change de stade, c'est forcément pour un groupe comme le nôtre une étape qui est super importante. Il y a les pour, les contre. Du coup, on ne s'était pas forcément vraiment positionné là-dessus. Mais il y a aussi une partie qui est excitante de se dire on doit se réapproprier un stade, on doit lui donner une âme. Et de toute manière, on n'avait pas le choix. On savait que le club, pour grandir, devait passer par cette étape. Donc nous, on voulait s'adapter et en faire quelque chose de joli.
Eh ben, c'était réussi. Et puis les plus fortes émotions de l'OL, c'est forcément à Gerland. Les titres de champion, c'était à Gerland. On a eu des émotions ici, on y reviendra tout au long de l'émission. Mais effectivement, l'OL qui gagne, l'OL qui accumule les trophées, les grandes émotions de l'OL, c'est indéniable, c'est factuel. C'était au stade de Gerland. Les grandes émotions du nouveau stade, on les attend. Avec impatience. Premier tacle décollé, hein, on y va là. Mais... on les attend. Les premières émotions, on les attend, nous ont dit le représentant des Bad Guns, mais on en a eu des émotions. Vous en avez parlé, Xavier, c'est quelques mois, presque 4 mois après, jour pour jour, la première grosse émotion au Groupama Stadium, c'est ce match face à Monaco. Je vous propose qu'on se fasse un petit plaisir et qu'on réécoute les buts avec, encore une fois, Alexandre Lacazette, partie prenante, un triplé, que ce soit en derby ou face à Monaco, il est toujours présent. Lacazette encore qui récupère face à Wallace. Il cherchait la profondeur avec Ghezal, il est trouvé Rachid pour la première occasion, le pied droit. Oui, déjà l'OL qui fait la différence dans ce match. Pas trop de solutions dans l'axe, Lacazette 2-0 après 8 minutes de jeu, 2 tirs lyonnais, 2 buts et une action, Christian, magnifique. Et un corner, pourquoi pas pour appuyer là où ça fait mal. Oui, contre son camp ou Mapou, c'est Mapou, hein. 3-0, l'OL a un pied en Ligue des Champions. Christophe Jallet qui resserre Lacazette comme dans un fauteuil. Oh là 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 là, 4-0 avec le petit piqué. Monaco est de genoux à terre. L'OL est au 7e ciel, 4-0. Thierry fort devant le but. Oh, le poteau, c'est pas fini. Oui. Doublé pour Mapou. Eh oui, messieurs. Barbert. Oui. Ah oui, le triplé. Il n'y a pas de hors-jeu. Le 3e pour Alex en Ligue 1. Après Lille, Saint-Etienne. Voici Monaco. C'est fait, messieurs. Voilà, bien joué les gars, bravo. L'OL terminera 2e de cette saison 2015-2016 après un parcours retour exceptionnel. On continue ce numéro de ce jour-là consacré au premier match au Groupama Stadium. Là, on est un petit peu dérivé. On va parler d'autres grands moments au Groupama Stadium, mais c'est un petit peu un prétexte pour parler justement du Groupama Stadium. On a écouté les buts de ce match face à Monaco, match capital pour se qualifier en Ligue des Champions. L'OL termine 2e grâce à cette belle victoire et en profitant aussi des contre-performances des concurrents directs. Est-ce que c'est le meilleur souvenir, Alex, en termes de performance sportive au Groupama Stadium? Là, je parle pas d'émotion, mais juste de résultats, de performance. Ça rentre dans les meilleures prestations de l'équipe au Groupama. Ouais, c'est un souvenir que t'as encore intact dans ta mémoire. Surtout que je crois que c'est mon seul triplé au Groupama, donc forcément ça reste dans la tête. Il y en a un aussi techniquement en Coupe de France il n'y a pas longtemps contre Chambéry. Ouais, à l'époque. Mais c'était à l'époque. Et en plus techniquement c'est à l'extérieur le match contre Chambéry, donc on peut limite pas te l'accorder. Mais donc je veux pas te contredire parce que je t'aime beaucoup, Alex. Donc t'as dit que c'est ton seul triplé, ça va être ton seul triplé. Geoffrey, est-ce que c'est pas le meilleur souvenir en termes d'ambiance ce match face à Monaco, parce qu'il y a la victoire et surtout le contexte, il y a cette qualification en Ligue des Champions au bout. Si, clairement, c'est toujours celui qui me revient pour 2 raisons, parce que c'est peut-être celui où le stade a fait le plus de bruit, mais il y en a eu d'autres où il a fait peut-être autant de bruit, sauf que là c'était le premier où il y avait vraiment une sorte d'euphorie globale qui s'est emparée de tout le stade. Mais quand je dis tout le stade, c'est vraiment tout le monde. De voir des Grecs, ce qu'on appelle des Grecs, donc les gens debout, dos à la pelouse. Je croyais des gens qui s'appelaient Grégory. Non, vraiment des Grecs, ce qu'on appelle, voilà. Donc le faire en latéral, on avait l'habitude de le voir en virage. Là, c'était ça. C'était effectivement très rapidement Alex qui marque. Et évidemment, l'importance du résultat. Le stade a été bouillant de A à Z. Moi, je ne m'entendais plus parler, j'entendais plus d'oreillettes. À un moment donné, c'est devenu n'importe quoi, et c'est ça qu'on cherchait, quoi. 56 696 spectateurs pour ce match face à Monaco. C'est quand même des chiffres qui donnent un peu le tournis, Xavier, quand on les prend comme ça. C'est sympa de ne pas m'avoir demandé l'affluence de ce match-là. J'aurais été incapable de te la donner. Je l'ai senti. Mais on a fait ce stade effectivement pour avoir ces affluences à plus de 55 000. Gerland, c'était effectivement très bien, mais on arrivait difficilement à dépasser les 38 000. L'année avant Covid, on était à plus de 50 000 de spectateurs de moyenne. Là, les moyennes sont en train de remonter. Et c'est vrai que quand le stade est plein, Johan est toujours très demandeur, et il est dur quand il dit qu'il n'y a pas eu encore les belles ambiances, parce que Monaco en est une, mais j'en ai d'autres en tête, et celui de la Roma par exemple, c'était une soirée qui était aussi extraordinaire. Et ben justement, transition toute trouvée, Xavier, parce qu'on avait parlé d'un match face à la Lazio-Rome dans le premier podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes, la qualification contre la Lazio-Rome en 95. Cette fois-ci, c'est l'AS Roma avec encore une fois en bourreau principal Alexandre Lacazette. Et pourquoi pas sur coup de pied arrêté. On le sait, dans des gros matchs, c'est toujours ultra important. On a marqué comme ça à Bordeaux. Il n'y a pas de hors-jeu à 0. Première occasion lyonnaise. Je pense que c'est et l'ouverture du score.
Ah, ça c'est bien fait. Ça c'est bien joué. Voilà. Ça aussi, oui. allez, il faut frapper. C'est bien joué. Oui, c'est oui, bien Coco. Et quand on combine dans l'axe. Voilà. Quand on combine dans l'axe, L'égalisation. exactement. Super travail d'Alex et de Coco. Oui. Prise de balle, il essaye pied Oui, droit. il sait pas que t'es gaucher. Oh oui. Oui. L'exploit de Nabil Fekir. Il a tout fait, la prise de balle, l'enchaînement, la frappe. Et offert ce 3e but aux Lyonnais. Allez, Alex. Oui. La lunette. On l'avait dit. Il va nous faire un truc avant la fin du match. Il l'a fait. Une frappe pied droit qui a fracassé la lucarne. Ah, super. Une joie à la hauteur de l'exploit réalisé aujourd'hui par les Lyonnais. C'était compliqué à la mi-temps. Un autre beau souvenir, Alex, avec notamment ce but et cette célébration iconique. Moi, c'est un des souvenirs qui me vient quand je pense au Groupama Stadium, c'est ta frappe et le fait que tu restes stoïque. Je sais pas si tu restes stoïque parce que t'en peux plus ou si tu veux parler à quelqu'un. Non, je suis totalement fatigué parce que dans ce match, j'avais beaucoup couru, beaucoup aidé offensivement et défensivement. Et c'est, je pense, qu'il me manquait pour faire le match, pas parfait, mais le très bon match. Et donc, je frappe, je marque et la célébration, elle reste et c'est tant mieux. On a directement cité le match face à la Roma, Xavier l'a fait également, et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime qui est autour de cette table, et Stéphane qui est venu m'a dit non, t'es gentil avec la Roma, mais en termes d'ambiance en match européen, il y a quand même l'Ajax. En fait, la Roma, c'est probablement l'exploit sportif le plus incroyable qui a eu lieu dans ce stade. Parce que cette Roma-là, la saison d'après, elle fait demi-finale de Champions League sans Mohamed Salah, qui lui jouait contre nous. Donc, d'un point de vue sportif, franchement, on était en dessous de la Roma. Voilà. Et on les a battus. Ce qui nous est pas arrivé souvent dans notre histoire européenne. Donc ça, c'est génial. Voilà. Petite anecdote quand même sur la fin du match. À la fin du match, on a récupéré le maillot de Totti parce qu'il se doutait pas que c'était son dernier match européen. Et donc, voilà. On a le maillot de Totti, son dernier match de Coupe d'Europe. Il n'imaginait pas qu'au retour, on passerait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il le donne. Mais l'Ajax... Non mais pardonnez-moi. Les 3 dernières minutes de la première mi-temps, avec les buts... Alex, je sais pas si tu gardes en mémoire ce moment-là, tu prends le ballon et après le penalty, tu prends le ballon pour le remettre au milieu, on remarque un but, derrière l'arbitre siffle, tu cours au vestiaire, le public entier ne veut pas qu'il y ait la mi-temps. Tout le monde est debout. Moi à ce moment-là, je suis en salon. Les gens ne rentrent pas. Toujours bien placé, toi. T'es toujours en salon, toujours... Généralement, les gens, ils rentrent parce qu'ils veulent... Là, en fait, ils veulent pas, en fait. Ils veulent que la mi-temps, elle s'arrête pas. Et pour moi, ces 5 minutes-là, vraiment, je n'ai jamais vécu ça au Groupama Stadium. Alors, c'est pas une qualification. Sportivement, je pense qu'on était le même niveau que l'Ajax et que ça se joue à pas grand-chose. À la fin, on pleure. Mais ces 5 minutes-là, je souhaite à n'importe quel supporter. C'est pour ça que je suis toujours un peu en désaccord avec la notion d'émotion versus on gagne pas. En fait, ce jour-là, ces 5 minutes, on veut tous les vivre. Et en fait, on n'oublie pas le résultat à la fin. Mais c'est 5. Mais moi, Alex, je ne sais pas ce que tu réalises à ce moment-là, mais c'est irréel ce qui se passe en fait. Il y a une très grosse ambiance et là, on voit vraiment que c'est tout le stade qui est debout, quoi. On va continuer avec un 3e souvenir et je vais vous demander si vous en avez d'autres qu'on n'a pas forcément évoqués. Là, c'était tout récent, c'était le 14 novembre dernier. Ça ne concerne pas forcément le terrain, ça se passait plutôt à la mi-temps. Nous sommes très honorés d'accueillir sur la pelouse du Groupama Stadium le Ballon d'Or 2022, Karim! Je vous demande également d'accueillir quelqu'un qui le connaît bien, évidemment qui a une relation très spéciale avec lui, que vous connaissez tous, Bernard Lacombe. Bernard, avec tous les éducateurs qui ont formé, qui ont vu passer ce géant, Karim Benzema, et qui lui remet aujourd'hui symboliquement ce ballon d'or, biberonné à toi la Vologe. Là aussi, Stéphane, les gens voulaient pas quitter leur siège à la mi-temps.
Mais pour d'autres raisons. Oui, tout à fait. Non, mais c'était un très beau moment. En plus, pour nous, dans une période compliquée sportivement, donc il y avait quelque chose d'autre. Karim, il atteint le Graal du football mondial. Il sort de chez nous. Enfin, l'histoire, elle est très belle. Elle est plus difficile pour moi à relier à l'OL, évidemment. Oui. Mais on peut avoir que de l'admiration pour le parcours de ce jeune. Ouais, il est toujours jeune, mais non, on peut avoir que de l'admiration pour le parcours de ce garçon, bien sûr. Est-ce que tu l'as vu, Karim, ce soir-là, Alex ? Non, on n'a pas eu l'occasion de... déjà, on n'a pas pu voir le show à la mi-temps et on n'a pas eu l'occasion de le voir non plus après le match. T'as pu le recroiser depuis ou pas ? Non. Et il est là, non. Et surtout, Xavier, il y avait double événement ce soir-là, parce qu'il y avait le Ballon d'Or de Karim et les 35 ans des Bad Guns dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, moi je retiens plus l'avant-match, mais parce qu'on l'avait travaillé dessus depuis de nombreux mois. Quand les leaders du COP Virage Nord, en début de saison, on devait être en juin-juillet avec Hugues et Titouan au SLO, ils viennent me voir et ils me disent ils ont imaginé un truc, déjà les 30 ans c'était pas mal, mais là ils veulent passer l'étape du dessus. On a pris peur quand même. On a mis les équipes techniques du stade de Dalkia autour de la table, des cordistes, dire comment on va faire ça. Et ça n'a jamais été fait en Europe. Je crois que les joueurs, certains s'arrêtaient pendant l'échauffement pour regarder ces tableaux. C'était magique. Et ça restera en dehors des souvenirs qu'on a évoqués avant du terrain. En dehors du terrain, c'est le meilleur souvenir que j'ai pu avoir parce qu'on a participé avec les équipes techniques à l'élaboration. Les nombreux bénévoles du COP qui ont fait un travail acharné pendant des semaines pour arriver à ce point d'orgue ce 14 novembre. Et ces 6 tableaux... je sais pas ce qu'ils vont faire pour les 40 ans, mais là, c'était vraiment magique. Xavier le disait, il y a certains joueurs qui n'ont pas pris des photos, on va dire, mais on vous a vu vous arrêter longuement et regarder les tableaux. Vous étiez heureux vraiment de voir ça. Moi, j'ai en tout cas... Pour la fierté même, parfois. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Parce que déjà, on est resté longtemps à se demander pourquoi il y avait une grande bâche rouge comme ça. Il y avait des travaux, Xavier n'a pas prévenu, mais il ragrandissait la tribune. C'était assez surprenant et bizarre à la fois. Parce qu'en plus, le stade il était moins éclairé sur notre partie d'échauffement, du coup. Et puis, oui, après, je voulais profiter de chaque instant parce que pour moi, c'est dommage d'être dans un beau stade et voir ce travail des supporters et de ne pas apprécier l'œuvre qu'ils ont réalisée. Donc, je voulais profiter et regarder à chaque fois. Je me demande toujours, est-ce que sur le terrain, vous entendez vraiment l'ambiance du stade ? Certains, non. Moi, oui. Okay. Parce que je suis... Lauréat absolu ? Je fais toujours attention et je pense que j'ai ce petit côté encore de supporter. Du coup, j'aime bien ce qui se passe, les musiques, les chants, j'apprécie. 57 688 spectateurs, Xavier, ce soir-là face à Nice. L'histoire de Nice. Voilà. Il nous l'avait dit avant l'émission. Voilà. Et la plus grosse affluence, vous la connaissez, Xavier ? C'est un match de rugby, si je dis pas de bêtises. Pour l'OL. Pour l'OL, non. Et Paris ? Oui, c'était cette année, le 18 septembre 2022, 58 230. Il y avait le derby aussi précédemment en février 2018, 58 069 spectateurs. Donc l'histoire est bien faite. Et il y avait un match contre Barcelone en 2019, 57 889. On reste sur le Benzema et les 35 ans des Bad Guns. Qu'est-ce que ça fait d'avoir à côté de toi et Bernard Lacombe et un Ballon d'Or ? Comment tu veux que je te... Franchement, quelle meilleure place que la mienne à ce moment-là. Ouais. Alors, en plus, j'avais ressorti ça sur Twitter, une photo de moi avec Benzema en 2005, où j'étais, je le regardais, il était tout jeune en plus. 2006, je sais plus, 2005 je pense. Et là, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, le gars est là, avec un Ballon d'Or, dans un stade incroyable, avec Bernard Lacombe, qui est effectivement en plus une autre légende de l'OL, que Alex est en train de rattraper en termes de buts en plus. Enfin voilà, il y a que des bons moments en ce moment-là. On sait qu'en plus tout le monde est aussi là pour ça. Alors il y a le match, il y a les 35 ans, mais évidemment c'était une surprise. On va pas se mentir que les surprises sont compliquées à garder parfois et ça commençait à circuler un peu. Donc évidemment, comme tu le disais à la mi-temps, les gens étaient là pour ça. Donc tout le monde était là pour faire la fête. C'est du bonheur à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand la première fois qu'il est venu au Groupama Stadium, parce que lui il a quitté Gerland. Il connaît le Santiago Bernabéu, mais Groupama Stadium, c'est quand même pas mal non plus. C'est pas mal aussi, et il aurait aimé jouer plus souvent dans ce stade. Et c'est pour ça que quand il est venu avec l'équipe de France, ça lui a fait quelque chose de jouer chez lui dans ce grand stade. Le public n'avait Dieu que pour lui. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, on entendait les Karim dans les tribunes. Donc c'était un moment magique pour lui. C'était un peu sa deuxième maison avec Santiago Bernabéu. Geoffrey l'a dit, Alex, tu vas bientôt dépasser Bernard Lacombe. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, tu ne l'as pas encore dépassé. Tu as 2 buts, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et surtout, tu es deuxième meilleur buteur au Groupama Stadium, 40 buts. Le premier, c'est Memphis, qui a 41 buts. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire coup double, de passer et meilleur buteur au Groupama et de passer devant Bernard ?
Tu fais tout d'un coup comme ça. Ouais, ce serait bien. Surtout de passer devant Bernard, ça serait pour moi une grande fierté. Donc je reviens de ma blessure et j'attends impatiemment pour retrouver l'équipe. Mais ces statistiques de 40 buts au Groupama Stadium en étant deuxième meilleur buteur du stade, c'est quelque chose qui t'importe ou pas forcément ? C'est bien à savoir. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est en haut du classement et qu'on peut laisser une trace au club. C'est toujours bien. Donc on a écouté plutôt 3 souvenirs au Groupama Stadium. Stéphane avait proposé celui de l'Ajax. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, un autre souvenir qu'on n'a pas évoqué, qu'on peut évoquer vraiment. Je parlais de Memphis, moi le OL PSG avec la frappe de Memphis. On a hésité à le mettre d'ailleurs. Incroyable aussi celle-là. Enfin, j'ai un super souvenir parce qu'en plus elle est soudaine, elle est voilà. Et puis on avait un peu ce côté effectivement club qui fait tomber Paris souvent. Donc là on se disait est-ce que ça va être le cas encore aujourd'hui. Puis il y a cette frappe qui vient de nulle part. Extraordinaire. Au bout du temps additionnel. Le match 92, 93, je sais plus, mais exactement. Fou. Et ça fait maintenant 7 ans donc que l'OL a posé ses valises au Groupama Stadium. Xavier, quel bilan on tire de ces 7 premières années qui, on l'a un petit peu dit, a été aussi marqué par la période Covid, qui a été compliquée, ce qui a changé aussi ton travail, Geoffrey. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qu'on retient de ce Groupama Stadium ? Si on enlève la période Covid, que du positif, vraiment, je crois qu'on a répondu aux attentes, que le public a trouvé ses marques, que les groupes de supporters sont de plus en plus présents. C'était Peter, notre ancien coach, qui disait c'était magique. Il était de l'autre côté sur le match de l'Ajax. Et pour lui, l'ambiance qu'il y avait ce soir-là, là, je vais rejoindre un petit peu Stéphane, était vraiment importante. Et quand tout pousse, je crois vraiment qu'on a une caisse de résonance qui est même supérieure au stade de Gerland, même s'il y a eu de très belles ambiances là-bas. Et puis on a ce côté multifonction qu'il ne faut pas oublier parce que le stade a été fait aussi pour ça. Tous ces grands concerts, j'ai en tête le premier qui n'était pas le plus beau avec Rihanna, mais les derniers, que ce soit avec Indochine, avec Rammstein ou les Rolling Stones. Voilà, c'est des moments magiques, mais je pourrais en citer trop et on n'a pas le temps. Donc je vais les garder et on va surtout espérer en avoir d'autres. Et puis je crois que le plus beau rêve qu'on a tous, et on en parle souvent avec les supporters, c'est un jour de pouvoir fêter un titre à l'intérieur de ce stade, parce que là on aura marqué une étape et on laissera un peu plus Gerland derrière nous. Est-ce que c'est la chose qui manque au Groupama Stadium pour que les supporters l'aiment autant que Gerland, Stéphane ? C'est compliqué parce qu'en fait, moi je trouve que le déménagement a plutôt été bien négocié. Si je peux me permettre, voilà, je suis l'inspecteur des travaux finis. Non mais en fait il y avait un vrai défi qui était Gerland, il y a un patrimoine et le patrimoine de l'OL, qu'on le veuille ou non, c'est Gerland. Et de la ville de Lyon aussi. Voilà. Et du jour au lendemain, on va ailleurs. Et pour l'anecdote, je me souviens avoir discuté avant que j'intègre l'OL. Moi, j'étais simple supporter et j'assistais à une séance d'entraînement en 2013, un truc comme ça. Et il y a Christian Lanier avec qui je discutais comme ça et qui m'avait dit ça va quand même pas être facile de déménager le patrimoine. Et je trouve que cette phrase elle est très belle parce qu'en fait, le patrimoine c'est pas simplement des trophées. Ce sont aussi des histoires, des personnes, des personnages qu'il faut accompagner dans ce nouveau stade. Donc s'arrêter au trophée, pourquoi pas, mais je trouve qu'on a encore, nous, des étapes à franchir au niveau de ce patrimoine à intégrer dans ce stade pour que justement on puisse se dire, comment je vais dire ça, c'est mon jardin. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on aura atteint le niveau d'adhésion quand un joueur dira c'est normal que je marque ici, c'est mon jardin. C'est au-delà d'un trophée. Ah, Alex, un peu la moue. Parce que déjà entendu, mais. Non, déjà, oui. D'accord, c'est parfait. Non, mais je trouve que c'est un truc vraiment important, cette adhésion au lieu de la part de l'effectif. Alors, je vais vous rebondir sur un point, les sièges. C'est un élément important du stade. Je ne vais pas parler du numéro 42 qui avait fait sensation à l'époque, mais juste que le stade soit rouge et bleu à l'intérieur. Vous avez très peu de stades en France, où la couleur des sièges correspond à la couleur du club. Et pour nous, c'était indispensable. C'était non négociable, ça. Parce qu'il fallait que ce soit la maison des supporters. Mais ça paraît évident, pourtant, quand on le dit maintenant. Regarde combien il y a de stades en France qui ont la couleur des sièges qui correspond à la couleur des clubs. Il n'y en a pratiquement pas. Ouais, c'est rare. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est de les changer parce qu'un jour, il y a eu un tifo du Club Virage Nord avec tous les logos du club. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il était magnifique. Oui. Donc on l'a en tête, on l'oublie pas et ça sera une des prochaines étapes. C'est une petite info. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des sièges aux couleurs des logos du club ? Pourquoi pas ? Tout est possible. Ça, c'est pas mal.
Voilà. Ah, ça, c'est de l'info. Ça, vous l'avez ici. Il ne faut pas oublier que le premier match a lancé une série. On était invaincus à domicile pendant 9 mois. Alors, je ne suis pas moi le spécialiste des chiffres, mais je crois que la première défaite, c'était à Bordeaux la saison d'après. On a été invaincus à domicile. Donc, ça a lancé un truc, je pense, aussi pour les joueurs et pour le club. Il y a une deuxième partie de saison qui est fantastique avec en point d'orgue et en point final ce match face à Monaco. Quand on disait parfois c'était une nouvelle page, pas une nouvelle histoire, parce que l'histoire de l'OL c'est pas écrite au mois de janvier, mais on a senti que même pour vous, il s'est passé quelque chose. On a l'impression que c'était une nouvelle saison qui démarrait à partir du moment où vous avez changé de stade, Alex. À ce moment-là aussi, c'est Bruno Genesio, le coach, qui rentre dans l'équipe, qui prend les rênes de l'équipe. Et la plupart des joueurs, on le connaissait très bien et il avait des règles assez strictes. Donc, pour rester dans l'équipe, il fallait bien jouer. Sinon, tu allais sur le banc le match prochain. Donc, c'est pour ça que quasi tous les matchs, on avait été assez bons et qu'on est resté si longtemps invaincus. Je trouve qu'Alex parle de Bruno et c'est vraiment un truc important. C'était son premier match en Ligue 1 en tant que coach de l'OL. Ouais, moi, une des images que je garde vraiment dans la tête et pas loin du cœur aussi, c'est justement la fin de OL Monaco. Et en fait, Bruno, 6 mois avant, la première conférence de presse qu'il fait quand il devient entraîneur, il n'a pas le costume de l'entraîneur, quoi. On a l'impression qu'il est un peu même impressionné par ce qui se passe, ce qui est logique, il devient entraîneur. Il arrive dans un contexte particulier avec en plus le déménagement. Et on n'est pas bien sportivement à ce moment-là. Il fait 6 mois absolument avec l'équipe sidérant. Voilà. Où on se régale, où on arrive 2e. Voilà. Et je me souviens de cette image de Bruno qui, à un moment donné, regarde le stade et il regarde le virage nord. Et pourquoi il regarde le virage nord ? Parce que Bruno, 40 ans avant, il était au virage nord, il allait s'asseoir et il aimait l'OL, quoi. Et il les regarde et plus il approche du virage, plus le virage scande son nom. La suite a été plus difficile. Mais ce moment-là, pour moi, il reste gravé à jamais. Les siens reconnaissent le sien. Voilà. Et pour moi, là, c'est le foot, c'est ça. En fait, c'est un enfant du club qui retrouve, finalement, qui est compétent et suffisamment compétent pour avoir un résultat que, honnêtement, à l'hiver, on n'était pas beaucoup à l'envisager, et qui, en plus, reçoit les acclamations des gens où il était à leur place 40 ans avant. Pour moi, le foot, si ça reste comme ça, je vais l'aimer encore longtemps. Et on va se quitter avec une dernière question. Stéphane parlait de l'adhésion des supporters qui met un peu de temps à venir. En même temps, c'est normal, c'est impossible de comparer 65 ans à Gerland contre 7 ans au Groupama Stadium. Et pour les joueurs, ce que tu disais, Alex, c'est ton jardin, je m'y sens bien. Vous avez mis du temps à vous faire à cette nouvelle maison ? Non, je pense pas. Je pense que, je vais parler au nom de tous, mais sachant qu'en plus on était jeunes, donc on a vécu Gerland, mais plus en spectateur que joueur pour la plupart. Et nous, on avait envie de commencer à écrire notre histoire aussi. Et donc ça fait partie du footballeur qui a toujours envie d'écrire son histoire, de bien lancer le stade. Et à ce moment-là, on ne sait pas si on va faire toute notre carrière ou pas au Groupama ou à l'OL. Donc, par exemple, je pense à Mekamanto, il sent dans son jardin au Groupama et il est fier de faire autant de matchs au Groupama. Et écoutez, on espère que l'histoire qui arrive avec le Groupama Stadium sera encore plus belle. Merci Geoffrey Dassonville d'avoir été là. On se retrouve à tous les matchs au Groupama Stadium. Oui, je suis là. Et voilà. Si vous voyez avec un micro qui parle très fort au bord de terrain, c'est Geoffrey. Merci Stéphane, on se retrouve au musée de l'OL. Sur tous les matchs, surtout à domicile et à l'extérieur. Il est là, il est là. Plaisir. Il est là partout. Et Xavier, là on est sur les chantiers de l'Arena. Oui, on cumule un peu les différents matchs et différents concerts qui vont arriver. Et puis avec une belle programmation, Coupe du Monde de rugby, Paris 24, on va pas s'ennuyer dans les prochains mois. Et merci aussi à Alex, merci d'être venu. Merci de l'invitation. Et tout le meilleur pour la suite de la saison et que tu deviennes, pourquoi pas très vite, meilleur buteur de l'OL. J'espère. Il reste encore un peu de buts, mais on a confiance en toi, Alex. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce 3e numéro de ce jour-là. On se retrouve très bientôt pour un nouvel